Ça peut vous orienter même vers un germe. Par exemple, un trouble de la conscience chez un enfant avec fièvre, j'évoquerai une pneumocoque. Un strabisme avec fièvre, des signes d'altération de l'état général. Les trois A, c'est la tuberculose, la méningite, tuberculose. Le diagnostic, donc, la confirmation ne se fait qu'après réalisation de la ponction lombaire, l'APL. Il faut connaître la technique. C'est facile, c'est un geste qui est facile, qui n'est pas douloureux, donc, mais qu'il faut également connaître ses contre-indications. Parce qu'en présence de ces contre-indications, la mortalité, le risque d'engagement, le risque de dissémination à partir d'un point infectieux, il est lié. Chez l'enfant, les contre-indications temporaires sont fréquentes. Donc, il dit comme un enfant déshydraté. Donc, bien sûr, si vous faites la PL, vous n'aurez rien du tout. Il n'y a pas de liquide. S'il y a une détresse respiratoire, vous ne pouvez pas le piquer quand même. Il faut le stabiliser. S'il est choqué, donc, il faut d'abord le mettre en condition, faire disparaître tous ces éléments, la déshydratation, en moins 2 heures de réhydratation pour faire votre PL. Les contre-indications formelles, l'HIC, si vous avez un tableau d'HIC, les vomissements, les céphalées, ou bien des convulsions associées, il faut faire un fond d'œil. Le fond d'œil, il est obligatoire avant l'âge de 4 ans. Après l'âge de 4 ans, il faut soit, et plutôt le fond d'œil, il est obligatoire après l'âge de 4 ans. Avant l'âge de 4 ans, l'HIC, elle peut être tolérée, une minime HIC, parce que les fontanelles sont toujours ouvertes, les sutures, donc elles ne sont pas trop molles, donc il y a une distension, donc il y a une tolérance de cette HIC. Après l'âge de 4 ans, on ne peut pas réaliser une UPL sans fond d'œil, ou bien même s'il y a un doute, c'est un scanner. Si vous avez une infection cutanée au niveau du site de ponction, par exemple une spina bifida, là, vous ne pouvez pas piquer à ce point, il faut changer le point. Trouble de l'hémostase connu, une coagulopathie comme une hémophilie. L'enfant est hémophile connu, donc il faut d'abord injecter le facteur 8 ou le facteur défaillant pour faire la PL. Si vous avez une thrombopénie, moins de 50 000, il faut juguler cette thrombopénie, perfusion des plaquettes, avant de piquer l'enfant. Quand vous piquez, donc il faut prélever des tubes, un tube pour la biochimie, un tube pour la bactério non spécifique, un tube pour l'étude microbiologique spécifique, notamment la tuberculose. Donc, déjà, quand vous piquez, vous allez voir l'aspect du liquide. Est-ce qu'il est franchement purulent? Il est trouble, c'est comme de l'eau de riz de cuisson, ou bien il est séreux, sérofibrineux. Donc là, il y a beaucoup de polynucléaires, il y a de la fibrine. Et là, vous êtes sûr que vous êtes dans la catégorie purulente bactérienne. Soit il est clair, c'est comme de l'eau. Là, vous ne savez pas. Est-ce que c'est septique ou aseptique? Est-ce que c'est viral ou bactérienne? C'est l'étude bactériologique, c'est la cellulorachie après la bactériologie. Et vous allez voir la pression avec laquelle coule le LCA. Est-ce qu'il est normal? C'est le goutte à goutte, donc il y a une pression normale, ou bien il est hyper tendu, il y a une hyperpression. Bon, cet aspect ne vous épargne pas l'étude cytologique du LCR, réalisée dans un laboratoire de microbiologie. La cytologie normale d'un LCR, normalement, elle est inférieure à 5 éléments de nature lymphocytaire. Pour la méningite, le diagnostic il est posé s'il y a plus de 10 éléments. S'il y a 10 éléments sous forme de polynucléaire, c'est la méningite purulente. Si c'est des éléments lymphocytaires, c'est la méningite alcière claire. Donc, la cellulorachie, donc au niveau de la bactériologie, donc ils vont compter les cellules, ils vont les typer, des polynucléaires intacts, altérés et des lymphocytes. Donc, pour la méningite purulente bactérienne, c'est des polynucléaires altérés ou intacts, mais qu'ils doivent être supérieurs, la composition, le pourcentage, supérieur à 70% de la totalité des cellules. Donc, si vous avez 100 éléments, 70 éléments sont des polynucléaires intacts ou altérés, ou plus. Moins de 70, c'est une formule panachée beaucoup plus. Étude du LCR, toujours. Donc, après la cellulorachie, il y a une recherche de germes par l'examen direct, la coloration grave, pour voir la forme. Est-ce que c'est des coccis, c'est des bâtonnets, c'est des chaînettes, et le gramme positif et négatif. Et la mise sous culture, en culture. La recherche d'antigènes solubles, quoique elle est abandonnée actuellement, elle est moins spécifique. Et
Deuxième tube qui va vers la biochimie pour étudier la composition protéique, c'est l'albumine, et la glucorachie surtout. Donc, la méningite purulente, elle s'accompagne d'une hyperalbuminorachie. Le taux normal, c'est normalement moins de 0,4. Donc, elle est supérieure à 0,4, qui peut aller jusqu'à 2 grammes et plus. Mais beaucoup plus, ça va être la lipoglycorachie. La glycorachie, c'est le dosage du glucose au niveau du LCR. Toutes méningites purulentes s'accompagnent de cette hypoglycorachie, donc qui est moins de la moitié de la glycémie prélevée au moment de la PL. Donc l'enfant, on lui fait la PL d'un côté et l'infirmière, elle fait la glycémie. Et vous faites le rapport entre les deux. Si la glycorachie, elle est normale, supérieure à la moitié de la glycémie, le diagnostic de méningite bactérienne peut être écarté, c'est-à-dire revoir tous les arguments pour retenir ou pas et traiter ou pas par l'antibiothérapie efficace. Il y a d'autres bilans qui se font également au niveau du LCR, le dosage de la LDH, la lactico-déshydrogénase, qui est un profil modifié dans la méningite purulente, un profil avec 5 bandes. Donc la précipitation se fait en 5 couches. Donc elle est formée de 5 isomères, tandis que la méningite virale, il y a 3 couches seulement. Et dans les laboratoires sophistiqués, c'est les protéines de l'inflammation, les protéines précoces, l'interleukine. Donc, on peut également les doser. Le diagnostic différentiel, normalement, ne devrait pas se poser parce que le diagnostic, c'est l'APL. Mais avant l'APL, parce que parfois, on ne peut pas faire l'APL précocement, il y a une contre-indication transitoire et tout, ou bien vous avez une raideur ménagée, et là, vous n'êtes pas obligé de faire l'APL parce qu'il y a une infection ORL. Vous avez trouvé qu'il y a une angine, il y a une mastoïdite qui peut expliquer cette attitude ou raideur, mais qui n'est pas vraiment une raideur. Une PFLA, une pneumonie franche lobaire aiguë. Donc là, vous devriez faire un examen total du poumon, l'auscultation, la percussion, et vous faites le thorax. Vous voyez la classique opacité triangulaire à sommet interne. L'arthrite juvénile idiopathique avec atteinte du rachis cervical, elle peut donner cette attitude, cette fièvre, et l'attitude raide. Mais là, l'interrogatoire, donc vous avez un cortège clinique, c'est une symptomatologie qui dure. Donc 3 semaines, 2 semaines, plus d'une semaine, avec les autres signes, les autres atteintes articulaires, donc les métacarpophalangiens, les petites articulations, vous pouvez avoir une splénomégalie, des taches, mais c'est surtout cette symptomatologie qui est traînante. L'hémorragie cérébro-méningée, là, soit dans un contexte de coagulopathie connue, un hémophile, un déficit en fibrinogène, une thrombopénie, un PTI, PTIC. Donc, le malade, soit il est connu, soit il n'est pas connu. Donc, vous faites le bilan, le TP qui est bas, il y a une insuffisance hépatocellulaire. Et là, vous pouvez également s'aider de l'absence de fièvre. Donc, une raideur sans fièvre, fond d'œil, il est obligatoire. Donc, vous allez trouver l'hémorragie et le scanner. Tumeur de la fosse postérieure, évoquée devant cette raideur de la nuque, ou beaucoup plus, c'est une torticolis. Attention, toujours, il faut bien examiner, parce que cliniquement, normalement, il y a d'autres signes déficitaires. Et parfois, vous faites le fond d'œil, il y a un flou, il y a un œdème papillaire, il y a une souffrance des racines des nerfs, et la TD1 va bien beaucoup plus, c'est la l'IRM qui va confirmer cette tumeur. Après la PL, si vous avez une PL traumatique, une ponction traumatique, il y a du sang. Donc, vous avez une cellulorachie élevée, mais normalement, le bactériologue, il fait la centrifugation et il va compter, il y a un débit entre les globules rouges et les globules blancs. Le rapport, s'il est supérieur à 100, 1000 plutôt, c'est une PL traumatique. Donc, ce n'est pas, la composition du LCR, mais beaucoup plus, ça revient aux hématies liées à ce traumatisme. Les autres bilans, dans le cadre des méningites purulentes, donc vous avez le syndrome inflammatoire. Donc la CRP, donc elle fait partie des critères diagnostiques, le suivi et la guérison. Donc une CRP positive, mais très franchement positif, ce n'est pas le 6, le seuil c'est 6. Généralement, quand on parle de franchement positif, c'est plus de 36, jusqu'à 40. Parce que même les méningites virales s'accompagnent d'une accélération d'un petit syndrome inflammatoire avec une CRP moins de 40. Donc CRP franchement positif,
SR, les antigènes solubles, mais j'ai dit maintenant qu'ils sont un peu moins spécifiques. On le recherche dans le SCR, dans le sang et dans les urines, contre des germes bien déterminés, soit le méningo, soit le coli, strepto et le pneumocoque. D'autres protéines de l'inflammation qui permettent un diagnostic précoce avant la 6e heure de la méningite, du début de l'effraction, la calcitonine ou procalcitonine et l'interleukine 6. L'ionogramme sanguin pour voir l'hyponatrémie de dilution et le bilan de coagulation, par exemple, pour les méningites à méningo, c'est la CIVD associée. Donc, ce sont les formes graves. Donc, les germes, normal, ça ne suffit pas de dire méningite bactérienne. Quel est le germe incriminé? Parce que chaque germe a son traitement efficace, sa durée du traitement. Donc, le traitement diffère selon le germe. Donc, en pédiatrie, il y a 3 germes qui sont les plus fréquents en fonction de l'âge et en fonction du terrain. Donc, je commence par l'âge. L'hémophilus influenzae, c'est le germe du petit nourrisson, comme pour les pneumopathies bactériennes. Nourrisson, moins de 3 ans généralement, moins de 4, moins de 3 ans. Donc, avec un tableau progressif, un début progressif et trompeur. Vous trouvez une infection ORL, une pneumopathie, une respiratoire qui traîne une semaine, et l'enfant a traité la complication. Heureusement, ce type de méningite a diminué, la fréquence de ce type de méningite a diminué parce qu'il y a une introduction du vaccin anti-hémophilique dans le schéma national, dans le PEV. Donc, on voit de moins en moins, exceptionnellement, des méningites à hémophilus. Les complications sont fréquentes, ce sont d'autres beaucoup plus immunologiques. On peut avoir des péricardites, on peut avoir des arthrites, donc une anémie hémolytique auto-immune qui sont déclenchées par l'hémophilus. Donc, c'est un germe du petit nourrisson. Le pneumocoque, c'est un germe qu'on voit, plutôt toujours dans l'âge, je reviens au méningocoque, c'est un germe du grand enfant, généralement plus de 4 ans. C'est un germe qu'on voit dans les promiscuités, où il y a des collectivités, par exemple les crèches, et également en scolaire. On trouve certains signes qui nous orientent, l'herpès péribuccal, le purpura. C'est un purpura fébrile qui peut aller même vers le purpura fulminant, un purpura nécrotique, rapidement extensif, en carte géographique, qui est lié à la CIVD associée. Et là, on parle de purpura fulminant, une méningococcémie. Ça, c'est le méningocoque. Et le pneumocoque, c'est un germe qu'on trouve chez tout enfant, chez tout âge, mais qui est favorisé par un terrain. C'est un terrain déficitaire, immunodéficitaire. Soit c'est un déficit en immunité congénitale, déficit en immunoglobuline, un déficit immunitaire combiné, ou bien un syndrome néphrotique parce qu'il est immunodéprimé, ou bien une cause locale qui favorise le passage du pneumocoque, qui est un germe saprophyte de la sphère ORL, vers les méninges. Il y a une brèche ou une fracture au niveau de la base du crâne, même c'est un trait, il y a une petite brèche, et donc l'enfant va faire des méningites à répétition. Donc, premier méningite, épisode de méningite, ça passe. S'il refait un deuxième épisode de méningite, il faut évoquer un terrain et explorer l'immunité et cette brèche durmérienne par les explorations, le LCR, l'étude isotopique. Donc, il faut injecter un isotope au niveau du LCR, au niveau de l'APL, et voir la circulation pour voir s'il y a une effraction. Également, dans le pneumocoque, il y a les asplénies. Je ne l'ai pas cité, les asplénies fonctionnelles ou organiques. Un enfant victime de la circulation, accident de la circulation, donc il n'a plus de rate, la rate a été enlevée, donc il a une asplénie organique. Ou bien c'est une asplénie fonctionnelle comme la drépanocytose. Donc ce sont des sujets très vulnérables au pneumocoque. La caractéristique clinique des méningites à pneumo, ce sont des méningites graves, surtout sur le plan neurologique, des troubles de la conscience, des états de mal convulsifs, des comas. Et donc, toute méningite, raison pour laquelle toute méningite avec des troubles de la conscience, évoquer un pneumocoque et faire le traitement, quand vous mettez le traitement antibiotique, cibler le pneumocoque en premier. Donc, les 3 germes les plus classiques. Pour les autres germes, c'est possible, bien sûr,
Je vous ai mis ici bon, quelques facteurs favorisant le pneumo ou le méningo. S'il y a une chirurgie, neurochirurgie, une valve, une mise en valve, ou bien un hématome, un drainage d'un hématome, c'est le staph, bien sûr, il faut l'évoquer. Les salmonelles chez les drépanocytaires qui posent un problème de prise en charge thérapeutique. Les complications des méningites purulentes. Vous avez des complications à court terme et à long terme. À court terme, d'ordre infectieux, les septicémies, la dissémination. Donc, vous avez une méningite avec une pneumopathie, une méningite avec hémoculture positive, atteinte osseuse. Donc, c'est une septicémie. Un choc septique, surtout pour le méningocoque. Les arthrites qui peuvent être infectieuses, c'est-à-dire avec franchement du pus, ou bien aseptiques, comme par exemple pour l'hémophilus. Péricardite également. Le SIADH, le syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH. Il y a une sécrétion anormale de l'ADH. Normalement, l'ADH est une hormone antidiurétique. Donc, son but, c'est de retenir l'eau et empêcher la diurèse, parce qu'il y a un problème de concentration. Donc, de façon anormale, il y a une sécrétion de l'ADH qui va retenir l'eau et donc, vous aurez une hyperhydratation avec hyponatrémie de dilution et des œdèmes et des convulsions. C'est la raison pour laquelle il faut toujours faire conseiller une restriction hydrique. Donc, il ne faut pas faire des schémas de réhydratation ou là une ration de base systématique et surveiller l'ionogrammes. L'ulcère de stress, parce que c'est une affection quand même qui est lourde, donc avec sous forme de vomissement, des douleurs, même des hématémèses. Vous pouvez mettre un traitement ici, la Zantac ou bien des IPP. Les complications neuroméningiques, c'est des convulsions, état de mal convulsif, hématome subdural, abcès cérébral, déficit moteur, ou bien tardif au cours du suivi de la constitution d'une hydrocéphalie, épilepsie même à un âge adulte, la cécité, la surdité, surtout avec le pneumocoque et hémophilus, et retard psychomoteur. C'est pour ça qu'il faut faire un diagnostic et un traitement précoce, et même le traitement parfois avant le bilan, l'APL. Le traitement des méningites purulentes dans notre pays, c'est un schéma national. Il y a un manuel de lutte contre les méningites purulentes. Donc, on ne peut pas s'en passer de ce schéma. Donc, pour tout ce qui est antibiotique, durée du traitement, le traitement de premier choix, le deuxième choix, troisième choix. Donc, je vous ai mis dans le cours le diapo, vous avez les tableaux. Donc, c'est ça le traitement de la méningite. Donc, toute méningite purulente, elle est à traiter à l'hôpital. Donc, l'hospitalisation, elle est obligatoire. Il faut la déclarer, il y a un registre pour la déclaration. La restriction hydrique pour éviter le syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH. Les antipyrétiques, c'est-à-dire pour calmer la fièvre, mais ils ne sont pas donnés systématiquement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas programmés. Il faut les donner en fonction de votre fièvre. Surveillez la fièvre. Si elle est supérieure, donnez pour voir l'efficacité des antibiotiques. Les anticonvulsivants, si l'enfant il a convulsé, il faut donner. Cerner la période aiguë par des anticonvulsivants comme le Carménal. S'il n'a pas convulsé, on ne donne pas des anticonvulsivants. L'antibiothérapie, c'est le traitement étupathogénique. Comme j'ai dit, c'est en fonction du germe. Pour le traitement de premier choix, la dose, c'est idem, mais la durée, c'est en fonction également du germe. Donc, dans notre pays, donc, on a les trois germes, l'hémophilus, le pneumo, et on a également le méningocoque. Le méningo, c'est un germe qui est très sensible. La pénie A, il répond très bien, la pénie ou bien l'ampi. Ou la moxicilline, la dose ménagée, c'est 200 mg, 300 mg, donnée en 3 à 4 prises pendant 7 à 10 jours. C'est ce que dit le programme national. L'hémophilus, comme vous le savez, c'est un germe qui résiste au bêta-lactamase. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser l'ampi, mais c'est beaucoup plus les céphalosporines de troisième génération. On a le céfotaxime, le clafuran. La durée du traitement, c'est la plus prolongée. L'hémophilus, il nécessite 21 jours de traitement. Méningo, c'est 10 jours. Hémophilus, 21 jours. Et le pneumo, c'est 15 jours. Le pneumo, ça dépend de sa sensibilité. La CMI, la concentration minime inhibitrice, et de la réponse. Donc, initialement, on peut mettre le clafuran. S'il n'y a pas de réponse, on prive de 24 heures ou aggravation. Ou si on a l'antibiogramme avec la CMI, c'est la vancomycine. Et la durée, c'est 15 jours. Le staph, c'est les antistaphes. La vancomycine, l'oxacilline ne traverse pas la barrière ménagée. Soit la vancomycine, soit la phosphomycine également. Donc, à côté de l'antibiothérapie qui est donnée
selon un traitement anti-inflammatoire durant la phase précoce. C'est la dexaméthasone. Elle est donnée pendant 4 jours. À défaut, on peut utiliser le Solimédrol ou bien la châssis. Donc, c'est ça le traitement, la base du traitement des méningites purulentes. C'est les mesures générales, c'est la restriction hydrique, c'est les antibiotiques, antipyrétiques et les corticoïdes, les anticonvulsivants si nécessité. La surveillance, bien sûr, il faut surveiller parce qu'il y a un risque de complications, risque d'absédation, risque de tout. Il faut surveiller l'efficacité du traitement. Cliniquement, la température. Donc, si on est efficace, la température va se normaliser. Le périmètre crânien essentiellement chez le nourrisson et l'examen neurologique complet. Parce que s'il y a une complication, une localisation, un abcès, une ventriculite, vous aurez un examen neurologique perturbé. Du jour au lendemain, parfois même du matin à l'après-midi, il est perturbé. Biologiquement, c'est beaucoup plus la PL, la deuxième PL. La deuxième PL, généralement, c'est 48-72 heures. Après 72 heures de traitement, il faut faire cette deuxième PL. Son but, c'est pour voir la stérilisation du LCR. Si on est efficace, on n'aura plus de germes à 72 heures du traitement. On n'aura plus cette hypoglycorachie. L'hypoglycorachie, elle va se normaliser. La cellulorachie, bon, elle va se modifier. S'il y avait des polynucléaires altérés, vous aurez des polynucléaires intacts. Donc, vous contrôlez l'inflammation. Et s'il y avait seulement des polynucléaires intacts, vous aurez une diminution de ces polynucléaires. Mais l'élément le plus fiable, c'est l'hypoglycorachie qui tend à se normaliser. Et radiologiquement, pour le mérisson, ou si vous avez un examen neurologique perturbé, le PC qui augmente, c'est l'ETF, l'échographie transfrontalaire, ou bien même la TDM. Par crainte d'un hématome sous-dural ou bien une hydrocéphalie. La guérison, quand est-ce qu'elle est déclarée? Si vous avez une apyrexie, c'est-à-dire une normalisation de la température, qui est persistante en dehors de tout antipyrétique, une cellulorachie à la fin de l'APL, moins de 30 éléments. Donc, il ne faut pas attendre la normalisation, moins de 30 éléments, avec une glycorachie normale et une albuminorachie inférieure à 0,6. Là, on déclare la méningite guérie. À long terme, les méningites purulentes, il faut les surveiller. Donc, il ne faut pas les abandonner. Même annuellement, une fois tous les années, par un EEG, un audiogramme, surtout pour les méningites à hémophilus, et une TDM cérébrale si vous constatez qu'il y a une augmentation du périmètre crânien ou bien une anomalie neurologique que vous constatez. La prophylaxie des méningites purulentes, donc, ça repose sur la vaccination. Pour l'hémophilus et le pneumo, ça y est, c'est bon. Donc, la vaccination, elle fait partie du programme national. Donc, c'est les vaccins pour les enfants au bas âge. Et donc, ça réduit nettement ces méningites. L'hémophilus, la méningite à hémophilus et méningite à pneumo. Bien sûr, pour le pneumo, pour les grands enfants qui n'ont pas été vaccinés, ce sont les terrains à risque. C'est les enfants drépanocytaires, splénectomisés, un syndrome néphrotique. Donc, il faut les revacciner contre le pneumo. Pour le méningo, on n'a pas de vaccination systématique. Donc, ce sont seulement en cours d'épidémie de méningite, ce sont les sujets contacts. Il faut les vacciner et il faut soit les vacciner, soit donner un traitement comme la spiramycine ou bien l'extensiline pendant 5 jours. Les autres méningites, donc ce sont des méningites à LCR clair. Donc, c'est un LCR qui est tout à fait normal, l'aspect, mais la composition, il y a des lymphocytes majoritaires ou exclusifs supérieurs à 60%. L'étiologie, ça peut être virale, ça peut être parasitaire, ça peut être bactérienne, spécifique ou non spécifique à leur début. Donc, les examens bactériologiques ou bien spécifiques ici, ils sont très importants. Donc, vous faites plus de bilans dans ce type de méningite que dans l'autre. Donc, vous avez un tableau comparatif entre les méningites à LCR clair d'origine virale et d'origine bactérienne. Dans l'origine virale, vous avez déjà cliniquement, la fièvre elle est à 40 degrés, donc vous avez une dissociation clinique et biologique. Cliniquement, vous avez un syndrome viral. C'est comme une grippe. Mais vous avez un bilan inflammatoire normal, donc la procalcitonine, elle est négative,
La CRP, normalement, elle est négative ou bien parfois faiblement positive, moins de 40, très souvent moins de 40. Vous avez au niveau du SR la prédominance des lymphocytes, mais au niveau de la biochimie, l'élément le plus capital, c'est la glycorachie qui est normale. Donc, il n'y a pas une hypoglycorachie. La protéinorachie peut être positive, mais moins de 1 gramme. Donc, une faible augmentation de la protéinorachie. Mais comme je redis, toujours la glycorachie, elle est normale. Les virus dans le LCR, c'est bien. La PCR, bien sûr, s'il y a des moyens. Les sécrétions pharyngées dans les selles également. Les virus les plus connus, les virus ourniens. Donc, l'enfant, il fait une parotidite, les oréans, et il fait la méningite. Soit elle précède, soit elle se voit au moment ou par la suite. Du moment que vous voyez un enfant avec une parotidite, c'est pas la peine de lui faire une PL. Même s'il a un syndrome méningifrant, parce qu'il n'y a pas de traitement antibiotique. Soit vous avez une éruption cutanée, comme la rougeole, soit une éruption de la rubéole, donc c'est possible de voir une méningite associée. Pour les méningites bactériennes à LCR clair, soit elles sont spécifiques ou bien non spécifiques. Pour les non spécifiques, c'est-à-dire tous les germes qu'on a vus tout à l'heure, soit c'est des méningites à leur début. Donc, elles viennent de commencer, donc ça commence à augmenter les lymphocytes. Et puis après, par la suite, où vous aurez la prédominance des polynucléaires. Là, l'intérêt parfois de reprendre la deuxième PL. Donc, vous êtes dans le doute, vous voyez le malade le premier jour, donc vous lui donnez un antibiotique parce qu'il y a une urgence, qui ne passe pas la barrière ménagée, comme par exemple la macrolide, vous demandez à le voir le lendemain ou après 4 heures, 5 heures. Et s'il y a une nécessité de reprendre la PL, vous allez la reprendre et vous allez voir qu'il y a une modification de la cellulorachie et de la biochimie du LCR. Donc, c'est le début. Ou bien, c'est une autre forme, c'est une forme décapitée. Donc, l'enfant, il a consulté pour une angine ou otite, il a reçu un antibiotique qui traverse la barrière hémato-cérébrale ménagée, comme par exemple l'ampique, l'amoxil, l'encéphalosporine, le rocaine. À ce moment-là, donc s'il prend ça, même une dose, elle est suffisante pour modifier la structure du SCR, la cellulorachie du SCR. Mais par contre, elle n'agit pas sur la glycorachie. Donc toujours la glycorachie, elle est base. Et vous allez vous aider du syndrome inflammatoire associé. Donc l'interrogatoire est capital sur la prise d'antibiotiques et votre syndrome inflammatoire. D'autres germes, en dehors de ces bactériennes décapitées à leur début, la leptospirose qui associe un syndrome rénal et une insuffisance rénale, hématurie et hémorragique avec une infection et une méningite. Le diagnostic, c'est la culture. Le traitement, c'est 15 jours de pénis. La listeria, beaucoup plus chez l'immunodéprimé, et également chez le nouveau-né. Les autres, donc, causes parasitaires comme la toxoplasmose, le paludisme, mycosique, le candida albicans pour les immunodéprimés toujours, mais également la tuberculose. La tuberculose, elle a des caractéristiques, c'est la présence de signes oculomoteurs. Comme j'ai signalé au début, c'est le strabisme, la paralysie des oculomoteurs, le syndrome ménager et les signes d'imprégnation tuberculeuse, l'altération de l'état général. Donc, vous avez cette triade. L'anamnèse, il est capital à la recherche de la notion de contagion. Pour l'enfant, toujours, c'est l'entourage, soit la petite famille, ou bien les voisins, ou la grande famille. La cicatrice, il faut rechercher la cicatrice BCG, mais même la présence n'élimine pas le diagnostic de tuberculose. La radio du thorax pour voir s'il y a une primo-infection, s'il y a une miliaire. Le fond d'œil, si vous trouvez le tubercule de boucher. La recherche de BK par l'examen direct, la culture, mais on attend parfois jusqu'à 72 jours pour isoler le bacille. Au niveau du LCR, c'est pas typique, mais c'est très pathognomonique. Une hypoglycorachie presque indosable, donc zéro. C'est vraiment très caractéristique. Et hyperalbuminorachie, parfois l'albumine, elle dépasse 10 grammes, même 20 grammes. Il y a beaucoup de fibrine, beaucoup de protéines, et les séquelles sont très importantes. C'est l'hydrocéphalie par la suite. La LDH, au niveau du LCR, donc c'est bactérien, c'est le profil à 5 bandes. Les signes d'altération de l'état général, bien sûr, donc une méningite tuberculeuse, vous avez un amaigrissement, anorexie,
fièvre, vraiment, c'est une catastrophe pour le corps. Associé à une corticothérapie. Toutes les atteintes tuberculeuses des séroses, la péricardite, l'asite, la pleurésie, la méningite, il faut donner des corticoïdes dans 3 semaines d'attaque et 3 semaines de dégression. Et les séquelles, bien sûr, c'est l'hydrocéphalie. J'ai terminé, je pense. C'est bon, normalement. Donc, le cours, le polycope, il y a plus de détails sur le traitement selon le schéma national. Mais ça, c'est l'intégrité du cours qu'il faut connaître dans le cours. Comme j'ai dit, je reprends devant une virose bien évidente, une rubéole, une rougeole, une parotidite et tout. Donc, il ne faut pas faire la PL parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'antibiothérapie, il n'y a pas de déclaration, il n'y a rien du tout. Mais par contre, si vous suspectez une méningite purulente, si vous la suspectez, vous y pensez, pour faire votre PL. Et si vous ne pouvez pas la faire avec ces doutes, vous traitez selon le schéma national et vous refaites votre bilan par la suite. Parce que l'urgence thérapeutique, le traitement précoce permet d'éviter les séquelles ou bien même réduire la mortalité. Vous ne serez pas pardonné si vous ne faites pas votre PL ou bien vous ne traitez pas à temps. C'est pas, il faut le faire et il faut y penser. D'accord? Si vous avez des questions, je suis là. Oui? Bien sûr, je vais les lire. Alors, la première question, c'était, c'est quoi la relation entre le SIADH et la restriction hydrique? J'ai pas bien compris. Non, le SIDH, c'est une sécrétion inappropriée, l'ADH. L'ADH, c'est une hormone de la soif. Donc, si vous avez soif, il y a une concentration au niveau de votre sang, il y a une hyperosmolarité. Le corps, il sécrète l'ADH. La post-hypophyse, elle sécrète l'ADH. Et l'ADH, elle va au niveau des reins pour retenir l'eau. Elle réabsorbe l'eau au niveau des urines. Et donc, en cas de méningite, vous n'avez pas normalement, vous n'êtes pas en situation d'hémoconcentration. Et donc, vous avez tout votre eau, donc vous êtes bien hydraté, mais le corps, le cerveau sécrète de façon inappropriée, inadaptée l'ADH. Donc, vous aurez un excès d'eau et un excès d'hydratation et vous aurez une hyperhydratation. C'est pour ça que vous aurez une hyponatrémie et des œdèmes. Et le seul traitement, c'est de faire la restriction. Donc, faire votre restriction hydrique. Donc, il ne faut pas donner beaucoup d'eau. S'il y aura une mise de l'ADH, elle ne va pas nuire. Donc, il n'y aura pas d'effet de l'hyper-ADH. C'est comme si vous êtes dans une situation de diabète insipide, central. Oui? Il y a une question, mais les étudiants ont répondu. Je ne sais pas si je la pose ou pas. C'était comment peut-on faire le diagnostic de la méningite chez un enfant de plus de 4 ans qui présente un tableau d'HIC? Non, là, Ils ont répondu, on fait un fond d'œil, bien sûr, après on fait une faire un PL. fond d'œil. Si votre fond d'œil, il est suspect, Voilà, on vous dit un œdème. Il ne faut pas faire la PL. Faites oui. d'abord le scanner. On ne Si fait le pas de scanner, PL, exactement, oui. il ne faut pas faire la PL. Vous n'êtes pas couvert, c'est médico-légal. Si le fond d'œil ne peut pas être fait, je ne fais pas la PL. Je ne la fais pas. Par cause, il n'y a pas un ophtalmologue, le truc il est défaillant ou il est douteux, je fais le scanner directement. Vous attendez le temps de faire le scanner. Si vous êtes sûr que vous êtes devant une méningite, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez votre traitement. L'urgence, c'est le traitement. Le temps d'avoir l'APL, 2 heures, 4 heures, 6 heures, vous pouvez faire votre scanner après, ou bien même le lendemain. Parfois, il gicle la nuit à minuit, vous ne pouvez pas faire ni fond d'œil ni scanner. Fond d'œil, il est suspect, scanner pas possible la nuit, vous attendez le lendemain, mais vous donnez des antibiotiques selon ce que vous avez évoqué. D'accord? Ok, c'est noté. Normalement, c'est tout pour la question. Oui. C'est tout pour les questions. Il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, je ne sais pas quand. Je vous appellerai au cours du week-end où on fixera une date et une heure. Là. Mon chat. Parce qu'il nous reste un cours avec vous. Il nous reste aussi un cours et demi avec Dr Baziz.